Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Bon, César. César. Bonsoir à vous. Vous êtes déjà Bonsoir. bien nombreux. Soyez les bienvenus. Eh bien, ça marche bien. C'est la première fois que je vais utiliser Zoom. Je connais un certain nombre d'entre vous que je rencontre tous les matins ou en retraite. Je vois des visages connus. Ah, parfait, parfait. Voilà, tout le monde arrive. Très, très bien. Je suis très heureux. Très heureux d'être là. Hey, Natalia. Bonsoir à toi. Ça fait tellement longtemps que je ne t'ai pas vu. Très heureux que tu sois là. Marie-Christine, voilà nos deux guests de ce soir. Merci Bonsoir d'être là. César. Bonsoir à toi. Alors, salut Anne-Carine. Bonsoir à toi. Christiane. Hey. Oh, que de visages familiers. Anaïs et Manon qui s'en va. Reviens Manon, on revient. Salut Louise. Parfait, parfait. Bien. Eh bien, il est 19 heures. Ce que je vous propose, c'est que nous commencions tout simplement. Tout d'abord, je suis très heureux d'être là, de partager avec vous ce, ce moment, hein, de partager cet instant, cette 1 heure et demie, de partager cela avec vous. Alors, ce que je voudrais d'abord vous dire, c'est qu'il ne s'agit pas d'une conférence, hein, où un savoir va vous être transmis, ou ce n'est pas de cet ordre-là. En tout cas, c'est pas comme ça que j'envisage. Ce que je vous propose, c'est que nous envisageons ensemble d'aborder, comme des amis, hein, comme des compagnons de route, que nous abordions le thème de ce soir sans préjugés, de manière tout à fait libre. Hein. Il y a ici, ce que je voudrais, c'est qu'on puisse véritablement échanger sur, Mhm. euh, sur ce sujet qui est important pour moi, qui est important pour nous. Et donc voilà, simplement un échange et je vais essayer de vous transmettre ce que j'en reçois, ce qui me semble important de noter, et puis nous allons avancer. Et donc ce soir, nous avons le bonheur de d'avoir avec nous deux, deux intervenantes qui vont pouvoir témoigner euh, de là où elles sont, et là où elles sont, il y a la guerre. Ouais. Il y a la guerre, euh, très proche pour l'une, un petit peu plus lointaine, et quand on parle de lointaine, c'est des centaines de kilomètres, hein, peut-être moins même. Voilà. Donc on va les accueillir dans quelques minutes pour qu'elles puissent témoigner de comment, pour elles, qu'est-ce que ça veut dire la paix, finalement, dans un théâtre de guerre. Et je trouve que leurs interventions, l'une et l'autre, vont être éclairantes. Voilà. Euh, Nous n'allons pas faire, même si on peut l'aborder, bien sûr, hein, il n'y a aucun sujet tabou, nous n'allons pas parler de géopolitique, ni même de politique, même si vous voulez en parler, on peut tout à fait aborder la question. Hein. Il s'agit vraiment d'envisager ce sujet d'un point de vue de la spiritualité, d'un point de vue de l'être humain. Et peut-être pour commencer, ce que je vous invite à prendre en considération, c'est l'évolution de l'être humain. Comment pourrions-nous qualifier l'évolution de l'être humain et quel en est, d'un certain point de vue, le fil conducteur? Si nous remontons loin dans cette évolution, et on va s'arrêter pour ne pas aller plus loin, au niveau de nos ancêtres qui étaient chasseurs-cueilleurs. Nos ancêtres à cette époque-là, en fait, eh bien,
Ils vivaient d'une certaine manière et pour poursuivre leur vie, ils étaient obligés de se déplacer, de se déplacer pour trouver de la nourriture. Et pourquoi ils se déplaçaient pour trouver de la nourriture? Simplement pour trouver la sécurité. Et ce que je vous propose dans cette introduction, c'est vraiment d'aborder la question de la paix d'un point de vue de la recherche de la sécurité. Ils se déplaçaient à l'époque et donc étaient obligés de se déplacer pour vivre. Et puis, ce qui est merveilleux avec l'être humain, et en particulier avec cet organe essentiel dans cette évolution, qui est le cerveau, l'être humain va assez rapidement se rendre compte que, en coopérant, on assure une sécurité plus importante. Et en coopérant, va se développer en fait cette capacité à domestiquer la nature, l'élevage, et puis tout ce qui va être de l'ordre des plantations, des différentes plantes que l'on va apprivoiser. Et donc, l'être humain va passer d'une vie de nomade à une vie sédentaire. Et cette vie sédentaire, en fait, elle est liée exclusivement parce qu'il a trouvé une forme de sécurité dans son alimentation. Et trouvant cette sécurité, il va se sédentariser. Et avec cette sécurité, en fait, les tribus vont grandir, grandir, grandir. Il y aura de plus en plus d'individus au niveau de ces tribus, au point qu'à un moment donné, les espaces de sédentarité vont commencer à se chevaucher. Et toujours dans cette recherche de sécurité, l'être humain va commencer à créer des tribus, des clans, et le conflit va commencer là, pour toujours assurer plus de sécurité. Et on va ainsi progressivement, et là je vais passer rapidement, on va ainsi progressivement créer des pays, créer des zones d'influence et donc des zones en conflit. On va créer des pays, on va créer des nationalités, on va créer des clans et ainsi de suite. Et aujourd'hui, si vous regardez, toute cette évolution n'a cessé d'être au service d'une recherche de sécurité. C'est véritablement le premier point essentiel qu'il faut comprendre. Trouver de la sécurité. Mm. Sécurité extérieure, et puis au fur et à mesure que la sécurité extérieure devient de plus en plus difficile, cela va mettre l'être humain en insécurité intérieure. Et alors, on va commencer à créer un certain nombre de façons d'être intérieures pour essayer de trouver une forme de sécurité, car l'insécurité est quelque chose de difficile à accepter. Et on va ainsi commencer à voir apparaître des structures comme les religions, par exemple, qui sont en partie, pas que cela, mais le fil conducteur d'aujourd'hui, c'est essentiellement la recherche de sécurité. Et donc, tout un ensemble de situations vont se développer toujours pour cette recherche de sécurité. C'est le fil conducteur. Et aujourd'hui, si vous éclairez votre vie, maintenant, quelle part a cette recherche de sécurité? Eh bien, peut-être allez-vous découvrir que cette recherche a une part importante. On cherche à se sécuriser dans un certain nombre d'actions et de situations que l'on va développer. Et y compris la spiritualité, d'un certain point de vue, peut être une forme de recherche de sécurité. Et si vous regardez de plus près, la réalité, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que nous sommes toujours, absolument toujours, face à l'inconnu. Vous ne pouvez pas être certain de tout à l'heure, de demain ou d'après-demain. Alors cela a une influence sur notre façon d'être. L'insécurité ne nous est pas acceptable.
en conditions ordinaires. Nous cherchons la sécurité. Et donc, on va développer un ensemble de mécanismes intérieurs qui vont nous pousser à faire en sorte que là, maintenant, tout de suite, je retrouve ce qui m'a procuré la sécurité par le passé et à éviter absolument ce qui a provoqué de l'insécurité. Et à ce moment-là, tout l'aspect mental se met en route. Je cherche absolument à éviter tout ce qui a provoqué l'insécurité et à répéter ou à retrouver tout ce qui a procuré de la sécurité. Et nous ne faisons que cela. Et le mental ne fait que cela. Et ça nous pousse à une situation absolument euh, folle, c'est que plus nous recherchons la sécurité, plus en fait on crée de l'insécurité. Plus nous pensons avoir, plus on a peur de perdre. Essayez de le voir, ça. Essayez de voir toute cette mécanique. Que plus on essaye de figer les choses, plus, en fait, on a peur que les choses n'aillent pas comme je voudrais qu'elles aillent. Et en fait, on est dans un refus quasi permanent de la vie, telle qu'elle se présente. Il y a ce qui est, ce que je voudrais qu'il soit. Essayez de sentir et de voir cela. Le refus de ce qui est crée l'insécurité. Alors que ce mécanisme cherche à établir la sécurité. Parce que ce qui est ne me convient pas, je serai plus en sécurité si j'obtiens ce que je voudrais qu'il soit. En fait, on est en insécurité permanente, dans l'inconnu, en permanence, et cela, on n'a pas appris à vivre avec. Mais qu'est-ce que ça veut dire être face à l'inconnu? Ça veut dire être face à la nouveauté en permanence. Tout ce que nous rencontrons à chaque instant est neuf, toujours neuf. On cherche à reproduire ou à importer du passé ce qui pourrait nous rassurer. Mais la réalité nous dit que nous sommes toujours face à l'inconnu. Et lorsque vous intégrez cela, une vie nouvelle s'offre à vous. Et cette vie nouvelle, c'est vivre l'instant. Alors, est-ce que vous pouvez couper vos micros? Je vois que... Alors, En fait, l'administrateur, il a la main pour couper les micros. Et il y a celui de Francis Lapère qui est ouvert. Je lui ai écrit en privé, mais peut-être il ne le voit pas. Et donc, vous pouvez couper le micro aux gens qui n'ont pas coupé leur micro et qui ne ok. savent pas faire. Merci, merci. Nous allons apprivoiser le système tous ensemble et en même temps. Et je compte sur vous si vous êtes des experts, parce que moi, je ne le suis pas. Voilà en introduction. Et donc, il y a un chemin véritable. Il y a un chemin véritable pour trouver la paix définitive, pour trouver cet état définitif où il n'y a plus de peur, où il n'y a ni sécurité ni insécurité, il y a simplement ce qui est, ici maintenant, ce que nous partageons tout de suite. Il n'y a rien d'autre à trouver si ce n'est cela. Trouver cette détente qui fait que vivre l'instant est le moment le plus précieux, un moment sacré. Et c'est cela que je vous propose d'évoquer ce soir, de partager. Et quelque part, cheminer vers simplement cette folie de vivre l'instant
qui a pour conséquence la paix intérieure, évidemment. Parce que lorsque l'homme, l'être humain, cherche la sécurité en créant des frontières, en créant des partis, en créant des religions, en créant tout un ensemble d'appartenances, en fait, on ne fait que développer les conditions de l'insécurité. Qu'en dites-vous? On est là simplement entre amis, hein, en train de... On a aussi besoin d'ordre. On a aussi besoin d'ordre, c'est-à-dire, Et en fait, dans le sens où, je veux dire, il y a une limite entre chez notre voisin et chez nous. Et ouais, je sais pas, mais si tout est ouvert, bien sûr, pour les oiseaux, par exemple, tout est ouvert, mais dans notre société, sans un certain ordre, est-ce que tout peut toujours être ouvert? Je sais pas. hmm, c'est une excellente question, oui. Oui. C'est une excellente question. Euh, on peut aborder ce sujet d'une manière assez simple. Sommes-nous en coopération ou sommes-nous en compétition? Mm. C'est-à-dire, est-ce que dans la vie, il y a toi, il y a moi? Est-ce que c'est toi ou moi ou c'est toi et moi? Voyez la différence fondamentale lorsque vous traversez l'existence dans une forme coopérative, il y a toi et moi, ou dans une forme compétitive, il y a toi ou moi. Parce que oui, dans l'organisation entre êtres humains, il y a une nécessité, nécessité de loi, nécessité de normes, nécessité d'un certain ordre. Oui, tout à fait juste. Mais est-ce que l'ordre peut émaner de la coopération? C'est vrai, une question fondamentale. Ou est-ce que l'ordre doit émaner de la compétition? Je vous pose la question. Essayez de voir en vous quelle est la différence fondamentale. Le nous. Attends, vas-y, d'accord. Pour moi, d'un côté, il y a le je et de l'autre côté, il y a le nous. Hmm, ok. Alors, le nous, je le comprends facilement, et le je, qu'est-ce que tu définis comme étant le je? Ben, mon ego, Ok, d'accord. mon ego en compétition. Ok. Ouais. Si on veut aller vers la paix, c'est sûr que être dans la compétition ne va pas aider non plus. Mm. C'est même ce qui va provoquer le conflit, hein. Ah ben oui. À l'évidence, hein, quand on constate aujourd'hui, euh, la compétition est de plus en plus dure, de plus en plus sévère, parce que c'est toujours cette recherche de sécurité qui est à l'œuvre.
Et donc, nous sommes dans un monde où c'est toi ou moi. Le nous n'existe pas. Et en fait, si vous regardez le développement d'un enfant à sa naissance, pour une question de vie, il n'y a que moi. L'enfant ne connaît que moi. C'est moi, 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 moi. Simplement parce qu'il est totalement dépendant. Il ne peut vivre que parce qu'il est dépendant de l'autre. Mais pour ça, pour qu'il puisse vivre, c'est moi d'abord. Moi, moi, moi. Et il ne connaît que ça. Puis, à un certain moment, il y a la conscience qu'il y a l'autre. Ça vient d'ailleurs assez vite. Et dans cette phase critique, quand l'enfant se rend compte qu'il y a l'autre, eh bien, il y a besoin d'un accompagnement important. Parce que simplement, l'enfant, quand il n'a été que dans le moi, voit l'autre comme une forme de compétition. Et donc, ce qui s'installe assez naturellement, c'est moi ou toi dans l'évolution. Et l'enfant ayant besoin d'accompagnement pour passer simplement de moi ou toi à moi et toi. C'est-à-dire qu'il n'est pas en danger s'il partage. Et donc, il peut trouver de la sécurité dans la coopération. Moi et toi. Et ça demande un accompagnement. Et puis, lorsque la maturation se fait et que l'enfant passe du stade ou du statut d'enfant au statut d'adulte, eh bien, le moi et toi est quelque chose de naturel si l'enfant a été accompagné. Sauf qu'aujourd'hui, ce que je constate, c'est qu'on est vraiment plus dans le toi ou moi que dans le toi et moi. Et puis, par le chemin spirituel, vraiment par cette recherche intérieure, on pourrait définir que l'être réalisé réalise qu'il n'y a que toi, qu'il n'y a plus que toi ici, ou qu'il n'y a plus que soi, si on peut le dire aussi comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, tout est le reflet de l'essence même que l'on est. Il n'y a plus que toi ici, il n'y a jamais eu que toi ici, et il n'y aura jamais que toi ici. Personne d'autre. Il n'y a que le un, rien que le un. Il n'y a que toi ici. Mais c'est pas l'objet de la réunion d'aujourd'hui. Oui, Ah, je peux bonjour. intervenir, hein. Bonjour. Oui, Claudine, bonjour à toi. Oui, bonjour. Oui, je suis tout à fait d'accord. La coopération, c'est vrai elle est, enfin, elle est prouvée. Enfin, il n'y a que ça. Mais là, je ferais, disons que la recherche de sécurité va à l'encontre de la liberté et la coopération. Pour coopérer, il faut avoir confiance. Il faut faire confiance et c'est l'apprentissage peut-être du petit enfant, justement, pour l'emmener vers la coopération, vers l'autre, c'est qu'il ait confiance. Et ça rejoint peut-être un peu, j'ai l'impression, cette démarche aussi, c'est de plus en plus la confiance que l'on va trouver dans ce que l'on est qui va faire que l'on va coopérer et que l'on va de plus en plus se sentir libre et donc ne plus avoir ce besoin de sécurité. Et je trouve que dans cette société, on voit très bien que plus on veut de sécurité, moins, plus on nous enlève de liberté, Hmm. en fait. C'est une des conséquences, oui, effectivement. Mm. Effectivement, mais là, dans ce que tu abordes, Claudine, tu abordes la société. Tu abordes ce qui est extérieur, enfin, là où tu vis ou dans la société dans laquelle tu vis. Moi, ce que je vous propose, c'est que nous regardions ensemble qu'est-ce qui fait intérieurement
pour chacun et chacune d'entre vous, qu'est-ce qui fait que le chaos intérieur est là? Qu'est-ce qui fait que l'insécurité est là et qu'il y a une recherche de sécurité? Non, c'est Intérieurement, pour la vous. confiance, même intérieure, la conscience, la confiance et la conscience en même temps Hmm, intérieure pour toi, hmm, qui va faire qu'on va vers peut-être vers la paix, vers l'autre, mais d'abord, effectivement, la confiance et hmm. la, et la foi, peut-être. Ok. Alors, Amen. Claudine, est-ce que quand tu parles de confiance, tu parles du fait que c'est la certitude, hein, la confiance, c'est la certitude que ce qui est ne peut pas être autrement. Est-ce que la confiance veut dire que c'est un oui définitif à ce qui est, ici, maintenant, tout de suite? Car essayez de voir que dès que vous refusez ce qui est, le chaos intérieur est là, la souffrance intérieure est là, et vous participez chacun et chacune au chaos global. Oui, je Essayez suis de voir d'accord. cela, que le oui à ce qui est, ici, maintenant, sans aucune restriction, sans aucune objection, que le oui à ce qui est l'unique façon d'être en paix et donc de participer ainsi à l'apaisement du monde. Que dites-vous à cela? Et oui, Tu dis oui? je dis oui. Essayez de voir vraiment, pour vous là, que dès que ce qui est ne vous convient pas et que vous cherchez à imposer ce qui devrait être, là maintenant, dans l'instant, ça ne veut pas dire que l'on ne va pas agir pour que ce qui est ne change pas dans le futur. C'est deux choses différentes. Mais là, hors du temps, hors de ce qui sera, ce qui est ne peut pas être autrement. Et qu'à chaque fois que il y a un non à ce qui est, un refus de ce qui est, on cherche à imposer ce qui devrait être. Et ce qui devrait être n'est pas. Et donc, de ce point de vue-là, vous avez une responsabilité dans le désordre. Et cette responsabilité, c'est de refuser ce qui est. Essayez de voir cela. Et ce que ça provoque quand vous entendez les mots qui viennent d'être prononcés. Voyez-vous la responsabilité que vous avez dans le fait de refuser ce qui est? Et ce que ça amène instantanément comme conséquence? Oui, tout à fait. Bonsoir Oui, tout. César. Bonsoir. Bonsoir, JC. Juste, Bonsoir, euh, JC. plus sérieusement, oui, on se connaît depuis un moment, on en a déjà beaucoup parlé, et j'en fais l'expérimentation au travers de ta guidance et de tes témoignages. Et je prendrai l'exemple de mes voisins, dont je t'ai souvent parlé, et je vois tout à fait la pertinence que ça a de dire oui, et même le pouvoir que ça peut apporter derrière, c'est-à-dire que le fait de dire oui me permet aussi de pouvoir oser aller poser une action dont je sais très bien que les conséquences ne m'appartiennent pas derrière. Je vois bien ce que ça joue en moi quand je suis dans le vrai de dire oui à quelque chose tel que c'est, et quand c'est pas le cas, ou qu'il y a des faux oui d'ailleurs, des oui, mais je vois que je participe au chaos parce que si je suis en aversion, en difficulté ou en compétition ou en conflit avec mon voisin, pour rester dans cet exemple, eh ben, je n'arrangerai pas les choses et quelque part, je fais comme lui d'un certain point de vue. Ce qui me semble difficile aujourd'hui, avec tout ce cheminement, c'est qu'il y a eu tellement de couches à l'intérieur de formatage, d'éducation, d'expérimentation, de choses que c'est là où c'est difficile à les décortiquer, détricoter et de retrouver ce chemin dont tu nous parles toujours, qui est le chemin de l'amour, euh, dans lequel on se croit d'ailleurs comme avec le oui parfois,
Et puis en fait, c'est pas tout à fait vraiment l'amour. C'est bien l'amour quand tout va bien. Mais quand il y a des petits cailloux dans la chaussure, l'amour, il est plus tout à fait un vrai amour, comme un oui, qui est plus tout à fait un oui. Je peux? Est-ce que je Oui, peux oui, bien sûr, bien sûr. enchaîner? Merci beaucoup. Je m'appelle Hannah. C'est la première fois que je me joins à votre communauté. Euh, j'ai quelque chose qui résonne, que ton oui soit oui et ton non soit non. C'est Mhm. quelque chose d'insupportable. Si on viole une femme devant moi, je ne peux pas dire oui. Je ne peux pas dire oui. Il y a un non qui me renvoie à quelque chose qui doit être pour tout le monde, c'est-à-dire le respect de l'intégrité de chacun. Comment gérer ça? Hmm. Parce que nous, ce que j'entends, c'est que nous, on est confort dans notre vie paisible. Bon, on a des soucis avec le voisin, avec les impôts, je ne sais pas quoi, mais on vit quand même en paix, largement en paix. Mais lorsqu'on est vraiment confronté, comment vivre cette paix tout en étant juste, parce que je me permets d'ajouter une chose, pour moi, les guerres, ce n'est pas que une recherche de sécurité, c'est aussi des histoires de pouvoir, une histoire d'ego qui veulent imposer leur pouvoir. Je ne peux pas dire oui à cette recherche et imposition de pouvoir. Donc, d'accord, c'est pas sur le même plan, on est d'accord, c'est le pouvoir des super-égos là auquel on a affaire euh, dans le monde. Bon, on va pas développer. Mais ma recherche de paix intérieure est reliée aussi à un non de quelque chose qui se passe dans notre monde. Euh, je peux ajouter quelque chose. Oui, Marie-Claude. Face aux horreurs actuelles que nous regardons sur nos écrans, mais aussi que certains d'entre nous vivent ou que nous avons déjà vécu, il y a quelque chose d'une colère qui se lève, je vous rejoins, à laquelle, parce que je luttais pour cette paix intérieure, on lutte pour l'avoir, pour dire on peut rien faire, tout est de l'intérieur, à l'extérieur on peut rien faire, mais le fait de dire oui à la colère, c'est aussi un acte de paix à venir. On ne peut pas dire devant les horreurs oui, mais on peut dire oui à ma colère jusqu'à ce que on puisse l'apaiser. Donc il y a des oui euh, qui sont qui sont pas pareils. Quand on est dans des pays en guerre et menacé de mort à tout bout de champ, vivre l'instant, c'est aussi être en contact avec le refus de cette violence. Voilà, j'ai dit. Ok, très bien. Bon, on est au cœur du sujet, parfait. Ce que je vous encourage, et je vais profiter de vos deux interventions pour inviter Marie-Christine, si tu es là, de prendre la parole et de nous faire part de ton témoignage, dans ce dont je témoigne, hein, et ça peut paraître fou, c'est que le oui est toujours, toujours, toujours la première étape de la paix, toujours. Comprenez bien que, évidemment, dire oui au fait que la guerre est là ne signifie pas qu'on cautionne la guerre. C'est deux choses totalement différentes. Deux choses totalement différentes. Mais refuser la guerre, parce que ça ne se fait pas, parce que ça devrait être autrement, crée du chaos au cœur du chaos. C'est ça que j'essaye de vous transmettre. C'est que le positionnement intérieur qui est de juger, de comparer et de refuser ce qui est,
vous participez au chaos, vous participez au désordre. C'est ce que j'essaye de vous transmettre. Et que le oui, bien sûr, tu parles de la colère. En fait, la colère, quand elle est là, c'est du désordre, c'est du chaos. Elle a des bénéfices, la colère, c'est de faire baisser une pression intérieure qui est devenue insupportable, une frustration, ou peu importe la racine de cette colère. La colère est bénéfique parce qu'elle fait baisser une pression qui est devenue insupportable. Mais la colère en tant que telle est un désordre. Il faut vraiment que vous sentiez ça pour vous et que vous le saisissiez. Oui ne veut pas dire cautionner. Oui ne veut pas dire laisser faire. Mais le oui est véritablement la posture intérieure qui vous sauve de la souffrance, qui vous sauve des émotions réactives. Alors, Marie-Christine, est-ce que tu es là? Oui, je suis là. Tu m'entends? Oui, Marie-Christine, merci. Merci d'être là et de nous proposer ton témoignage qui va éclairer Bah oui, complètement. tout simplement ce qui vient d'être dit. Euh, et puis peut-être, alors déjà, si tu veux bien nous décrire en quelques mots où tu es et comment tu vis là où tu es, et puis aussi dans un deuxième temps, quand tu le souhaites, nous éclairer sur comment intérieurement tu vis ça et qu'est-ce qui t'a amené à vivre cela comme cela. Voilà, je te cède la parole. Merci. Eh bien, écoute, c'est complètement dans le thème parce que ce dont je vais vous témoigner, c'est comment je suis passée de participer au chaos, participer à la guerre activement, à être en paix au milieu de la guerre, au milieu des bombes, et non seulement être en paix, mais me sentir en sécurité. Alors, je vis au sud Liban, je vis à côté de Tyr depuis une quarantaine d'années. Je suis française et mariée à un Libanais. Et je vais vous résumer un an de chemin qui a commencé à peu près au début de la guerre de Gaza et jusqu'à ce que la guerre arrive chez nous. Donc, il y a un an, non, il y a un an et demi maintenant, ça fait un an et demi que la guerre continue à Gaza, que les drames ne sont pas terminés. Donc, il y a un an et demi, quand la guerre a commencé à Gaza, chez nous, au Liban et dans le Proche-Orient, tout est montré en direct, cru, de façon crue. Toute la guerre est montrée sur les écrans de télévision. Et jour après jour, heure après heure, on voit quasiment en direct les atrocités, les bombardements, les gens brûlés vifs, les enfants amputés à vif sans anesthésie, les gens qui mendient de la nourriture, qui mendient à boire, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et moi, en tant que Française, je regardais aussi les actualités en France et je voyais à quel point tout cela était passé sous silence, comme c'était censuré, comme on n'en parlait pas, et même comme dans des débats télévisés, comme c'était nié. Cette souffrance des Palestiniens était même niée. Et c'était l'Israël a le droit de se défendre, un soutien inconditionnel à Israël. Bien sûr que ce qui s'est passé, ce que le Hamas a fait, c'était une horreur, mais la punition, la réponse sur les Palestiniens, c'était 100 fois, 1000 fois pire. C'est insoutenable. Et donc, ici au Liban, ben, tout le monde voit ça tout le temps, en direct sur les écrans de télévision, et ça crée dans les journaux, et dans le téléphone. Et je vais chez le boucher, grand écran chez le boucher, je vais chez l'épicier, grand écran chez l'épicier. C'était tout le temps dans ce flot d'horreur. Et bien sûr, ça crée ici de la colère, de la haine. Et moi, encore plus, de colère en voyant comment c'était passé sous silence en Europe et souvent nié. Donc là, moi, j'en pouvais plus. C'était comme une cocotte minute. Il fallait que je fasse quelque chose. Donc, il faut que je fasse quelque chose. Il faut que j'aide ces pauvres gens. Il faut que je les sorte de l'invisibilité. Et j'ai rien trouvé d'autre à faire que d'aller sur les réseaux sociaux.
Et j'allais sur les réseaux sociaux, en particulier sur Twitter, qui maintenant s'appelle X, et je commençais à soutenir les Palestiniens, à soutenir tous les pro-palestiniens, et je like, et je reposte, et je like, et je reposte. Et chaque matin, je me disais, il faut que tu fasses ton devoir. J'avais besoin de faire mon devoir. Mon devoir, c'était de les aider comme ça, comme je pouvais. Et ce qui doit arriver arrive, c'est que quand on est pro-palestinien, on attire forcément les pro-israéliens, les anti-palestiniens et tout ce que tu veux. Donc au début, il y avait des interventions avec des juifs modérés, mais c'était compréhensif, qui voulaient soutenir leur, leur, leurs compatriotes, leurs frères. Puis après, c'est devenu de plus en plus violent parce que ça a été les sionistes durs, les ultra-sionistes, et après, ça a été carrément les suprémacistes. C'était vraiment violent ce qui se passait sur Twitter et sur X, c'était de plus en plus violent. Et là, il y avait des moments où j'en pouvais plus. Je me disais, j'en peux plus, il faut que ça s'arrête, il faut que ça s'arrête. Donc, je me débranchais de Twitter, j'arrêtais. Et puis, 2 jours, 3 jours, 4 jours, et de nouveau un massacre épouvantable, en direct. De nouveau, rien sur les chaînes françaises. Et de nouveau, il faut que je reprenne le combat. Et je repartais au combat. Et à un moment donné, je t'ai posé la question, lors d'une méditation, d'une causerie, je t'ai dit, j'arrive pas, j'ai tout le temps cette tentation de repartir au combat. Et tu m'avais dit, il faut que tu résistes à cette tentation. Mais ça ne s'est pas fait du tout en un jour, mais pas du tout, du tout, du tout en un jour. Je replongeais à chaque fois. Mais concomitamment, il y a, en suivant tes méditations et en suivant ce que tu nous proposais, il y a une transformation qui s'est faite petit à petit, une transformation qui est progressive qui s'est faite, jusqu'à ce qu'il y ait un moment, il y a eu un point de bascule. Et ce qui m'a petit à petit transformée, c'est revenir toujours inlassablement à l'instant présent, à ici et maintenant, ici et maintenant. Et le maintenant, depuis longtemps, le maintenant, c'était bon. Mon passé ne m'intéresse plus parce que j'ai pas mal de chemin quand même, j'ai des années de chemin. Donc mon passé ne m'intéresse plus depuis longtemps, donc je ne suis plus dans le passé. Mon futur, je sais que ce sont des projections fantasmagoriques. Bon, non plus, je ne projette pas dans le futur, je suis bien dans le maintenant, mais ce que j'avais zappé, c'était le ici. Et en fait, je me rendais compte que je repartais toujours à Gaza. Et chaque fois qu'ici, il y avait Gaza, c'est pas bien loin, c'est même pas 100 km de chez nous. Et chaque fois qu'ici, il y avait de la pluie, du froid, de la grêle, du vent, je me disais, mais ces pauvres-là qui sont sous la tente. Et quand il faisait très chaud, je me disais, mais ces pauvres qui sont sous la chaleur. J'étais tout le temps en train d'imaginer leur martyr. Et là, ça a été vraiment un chemin de revenir à ici. Et je me rendais compte, mais en fait, ce que Dieu me donne à vivre, ce que Dieu me donne à vivre, c'est le ici et le maintenant. C'est la seule réalité qui soit, et c'est ce que Dieu me donne à vivre. Et si je repars à Gaza, ou si je repars dans le futur ou dans le passé, mais j'invente un monde. En fait, le mental invente un monde qui n'existe pas, qui n'existe pas. C'est pas le monde, c'est pas la réalité, c'est pas ce que Dieu me donne à vivre. Donc, ma pratique, c'était de tout le temps revenir à ici, ici et maintenant. Et dans le ici et maintenant, petit à petit, j'ai trouvé la paix. Dans le ici et maintenant, il n'y a que la paix, il n'y a que le silence. Il y a le silence et la paix. Il n'y a rien d'autre dans le ici et maintenant. Et dans le ici et maintenant, tout est accueilli. Tout est accueilli. Tout ce que Dieu me donne à vivre est accueilli. J'accueille à chaque instant un nouvel instant que Dieu me donne à vivre. Et tout est accueilli ainsi. Ça a été un processus, une transformation intérieure qui s'est faite progressivement. Et il y a eu aussi un moment, un point de bascule, qui a fait que tout a changé.
dans les méditations, tu nous apprenais à rejoindre ce regard de la conscience, le regard de la conscience témoin, le regard témoin qui constate ce qui est, sans pensée, sans jugement, sans concept, ce regard qui est juste témoin de ce qui est. Et il y a eu un changement de regard complet. Et je vais utiliser cette analogie pour vous le faire comprendre. C'est que c'est comme si j'étais dans une cour de récréation et j'étais avec un groupe d'élèves et je me battais contre un autre groupe d'élèves et j'avais le nez dans le guidon et je donnais des coups et je recevais des coups et j'en donnais et je recevais et ces salopards, on leur casse la gueule et ce sont les méchants et ce sont les trucs et j'étais complètement, mon regard n'était pas plus loin que ça, que les coups que je devais donner et les coups que je devais esquiver et que d'un seul coup, je me suis retrouvée instantanément dans le regard de la maîtresse sur le perron de sa classe qui avait une vue d'ensemble de la cour de récréation, qui connaissait chacun de ses élèves, qui connaissait les difficultés et les souffrances de chacun de ses élèves, qui comprenait l'origine de la bagarre, qui voyait où est-ce que ça allait aller, qui avait tous les tenants et les aboutissants. Et de ce regard-là, plein de compassion en fait, plein de compassion parce qu'elle les connaît, elle les comprend, ses enfants. Elle savait intuitivement en elle quel est l'acte qui va apaiser ses enfants, qui va remettre la paix en chacun. Et cette bascule, c'est pour vous montrer comment j'ai complètement changé de regard sur la guerre de Gaza. J'ai vu toute l'histoire, toutes les peurs, tout le passé, tous les concepts, tous les dogmes du peuple juif. Et j'ai vu aussi tout le passé, toutes les peurs, toutes les difficultés, toutes les façons de penser des Palestiniens. Et je les ai vus à égalité. C'est-à-dire que je les ai vus chacun enfermés dans leur mental, dans leur passé, dans leur concept, dans leur dogme. Comme tu avais parlé la dernière fois de chacun est enfermé dans son bocal, je les voyais chacun enfermés dans leur bocal. Et ils étaient à égalité, chacun son bocal, avec des contenus différents, mais chacun enfermé, complètement enfermé. Et cette impossibilité de voir grand, en fait, de voir plus grand que soi. Parce qu'ils étaient comme moi dans la cour de récréation, le nez dans le guidon, à taper et frapper et recevoir des coups. Donc, quand j'ai eu ce changement de regard, ben toutes mes armes tout est tombé, toutes les armes sont tombées, la colère est tombée, le sentiment d'injustice est tombé. Il restait plus en fait que de la compassion, en fait comme de la compassion. Et à ce moment-là, j'étais vraiment dans cet état. J'ai compris que quand Jésus a dit mon Dieu pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. J'étais vraiment dans cet endroit-là. Et quand la guerre est arrivée chez nous, ben, c'était le 23 septembre, il y a eu 1800 bombes en une journée. 1800 missiles, Israël a lancé 1800 missiles sur une journée, à droite, à gauche, partout, 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 partout. Ça fumait partout, partout, partout. Et moi, j'étais établie dans ce calme de l'instant présent. J'étais établie dans ce silence, dans cette tranquillité, dans cette paix. Et il n'y avait pas de peur, en fait. C'était comme s'il y avait un regard qui regardait, qui contemplait ce qui se passe, mais calme, quoi. Donc, mes enfants, mon fils a pris sa femme et ses enfants, ils sont partis. Ma fille, ils sont partis, tout le monde est parti. Et moi, je restais là et je ne voyais pas d'urgence à partir. Je regardais comme quelqu'un regarderait des éclairs de tonnerre en montagne. Ça tombe ici, ça tombe là, ça tombe ici, ça tombe là. Et puis, tout le sud Liban s'est vidé en une demi-journée, 1 million de personnes sur les routes pour monter vers le nord. Et là, à un moment donné, j'ai dit à mon mari, mais on va plus
il n'y a plus personne, tout le monde part, on ne va plus trouver à manger, ni d'essence, ni rien. C'est pas la peine qu'on reste. Et puis nos enfants nous disaient, mais qu'est-ce que vous faites? Partez, partez. Donc nous sommes partis sur Beyrouth. Et ben, la guerre nous a suivis à Beyrouth parce que on était dans un quartier qui était normalement sécurisé parce que c'était un quartier chrétien. J'étais dans un appartement que ma fille nous a hébergés chez elle. Et par contre, Beyrouth, c'est vraiment les uns sur les autres. Donc, quand il y a le quartier chrétien, le quartier musulman, il a 3 rues. Donc, même s'ils tapent les musulmans, on voit tous les missiles qui passaient par-dessus, qui frappaient ici, à droite, à gauche, pareillement. Et moi, toujours dans ce calme, dans cette paix et une sécurité. C'est une sécurité. Je ne saurais pas comment te dire, il y a une sécurité, quelque chose qui regarde et qui est immobile. Et il n'y a pas de peur, il y a juste la paix, la tranquillité. Et une fois, alors on avait l'habitude maintenant du bruit des bombes, on a l'habitude du bruit des missiles qui passent, mais une fois, il y a eu un truc complètement différent. Ça, une dizaine de bombes énormes qui ont fait trembler tout Beyrouth, tout Beyrouth. Et c'était des bunker bombs, ce qu'on appelle, des bombes anti-bunker. Et tout l'immeuble a tremblé, toute la ville a tremblé. Ma fille s'est mise à hurler, elle était terrorisée, une crise d'hystérie, une crise de nerfs. Je suis allée pour la réconforter, pour la calmer. Mais moi, ça ne bougeait pas, à l'intérieur, ça ne bougeait pas. C'est comme si je regarde un film, en fait. Ça ne bouge pas. Ça, ça, c'est témoin, c'est un regard témoin. C'est un regard témoin, mais ça ne bouge pas. Et bon, on a su qu'il cherchait quelqu'un, le chef du Hezbollah, qui était plusieurs mètres sous terre dans un bunker. Et ces bombes-là, elles traversent 30 mètres de profondeur et elles font vibrer toute la ville, quoi. Et ben ça ne bougeait pas. Et à un moment donné, je t'ai posé la question parce que je voulais quand même m'assurer que c'était normal ou pas. Et je disais, je t'ai posé la question, je t'ai dit, mais quand on est dans le ici et maintenant, dans l'instant présent, ce qu'on a à faire, c'est à répondre aux besoins de l'instant. Et je me disais, mais c'est pas possible qu'il y ait que ça, il doit bien y avoir autre chose. Et tu m'as répondu, ben oui, tu réponds aux besoins de l'instant, et quand l'instant ne demande rien, eh ben, tu restes tranquille. Et alors, moi, on a passé 64 jours à Beyrouth réfugiés, et 64 jours de tranquillité. J'ai jamais été de ma vie aussi tranquille, de paix. Et donc, je répondais aux besoins de l'instant. Donc, il faut aller faire les courses, il faut préparer à manger, il faut répondre au téléphone, il faut rassurer quelqu'un, Je répondais. Et puis, le reste du temps, quand il n'y avait rien à faire, j'étais en contemplation, en fait. Je regardais les événements comme, comme je regarderais un film. Alors, et c'est comment maintenant, Christine? Maintenant, on est retourné chez nous, on est retourné au sud Liban. Donc, quand on est rentré chez nous, c'était la mi-décembre. On est parti le 23 septembre, on est rentré la mi-décembre. Bon, toutes nos maisons étaient abîmées, les vitres cassées, il fallait tout réparer, etc. Pour ceux qui avaient de la chance, parce que la plupart, bien sûr, n'avaient plus de maison, ni de travail, ni rien, parce que tout était... Bon, nous, les chanceux, on a pu réparer et reprendre notre vie ordinaire. Mais voilà, c'est pour te dire comment je suis passée du pire, en fait, de la guerre à la paix intérieure. Et je t'avais posé une question aussi, parce que à un moment donné, tu avais parlé de l'effondrement du mental. Et je t'avais dit, mais est-ce que c'est la radicalité du oui à ce qui provoque l'effondrement du mental? Et tu m'avais dit, c'est ça, c'est ça. Et donc, en fait, la radicalité du oui à ce qui est, oui à ce qui est,
même tout à l'heure, je sais pas, il y a quelqu'un qui est intervenu en disant je suis en colère contre la guerre, mais oui à ma colère. Mais oui, oui à ma colère. La radicalité du oui à ce qu'il est, oui à tout. Oui à ma colère, oui à... Et bien, c'est ça qui a fait qui a provoqué un effondrement du mental qui fait que alors, moi, pendant que j'étais à Beyrouth, tous les gens autour de moi étaient dans leur mental. Alors, la peur de combien de temps on va rester, est-ce qu'on va retrouver notre maison, est-ce qu'on va retrouver notre travail, de quoi on va vivre, et on n'a pas d'argent, et enfin, et il y en a qui étaient en colère, qui broyaient du noir, tous le mental travaille, tout le monde, tout le monde, tout le monde, ça travaille. Et moi, j'étais là, dans la paix. Et donc, ben, quand quelqu'un n'allait pas, j'essaie de lui remonter le moral, j'essaie de montrer les choses d'une autre façon, de voir les choses d'une autre façon, de ressentir les choses différemment. Et en plus, quand on n'est pas pris dans le mental, on a une clarté. Hmm. On a une clarté sur ce qui arrive. On a une clarté. On lit les journaux israéliens, on lit les journaux américains, on lit les journaux et on comprend ça, ça évolue, comment le conflit évolue. Mais quand on est pris dans le mental, on n'a pas de clarté. On est dans un brouillard, on ne voit rien, Dans le chaos. dans le chaos. Hmm. Voilà. Merci, merci Marie-Christine pour ton témoignage et ce que tu nous apportes ici et ton chemin. La radicalité du oui, la folie du oui, la folie du oui et l'instant présent, maintenant tout de suite. Que pouvez-vous vivre d'autre que ce qui est là tout de suite, là, maintenant? Voilà, dans ce qu'on partage là. La folie du oui. Alors c'est vrai, je suis plus ton prénom qui tu as intervenu tout à l'heure à, à, à propos d'être témoin d'un viol et il t'est impossible de dire oui. Il est vraiment important de saisir que le oui, c'est véritablement cette ouverture sans exclusivité à ce qui est. C'est vraiment une disponibilité, une sensibilité, une vulnérabilité totale à propos de ce qui est. Et pour vous dire, dans un nombre important même si c'est pas la totalité, un nombre important de, de personnes que j'accompagne en individuel, il y a un ensemble parmi ce nombre, il y a un ensemble significatif de personnes qui ont vécu des atrocités de différentes natures. Et entre autres, l'inceste, le viol, mais pas que. Et le chemin vraiment de la paix intérieure, c'est le chemin du oui. C'est véritablement cette folie du oui. Mais évidemment, si on est témoin d'une d'une agression telle que tu l'as décrit, il est évident que la réponse d'abord, tu ne peux pas l'anticiper, ce sera fonction des conditions et des circonstances, mais à l'évidence, étant dans une situation où il m'est possible d'agir alors que se passe une agression telle que tu l'as décrite, il est évident que il ne s'agit pas de dire oui et de ne rien faire. Ce serait une incompréhension totale à l'invitation qui vous est posée. Évidemment qu'il faut agir. Il ne s'agit pas de laisser faire.
mais il s'agit de poser une action à partir d'une totale acceptation de la situation telle qu'elle est. Parce que pendant que toute l'énergie, et merci Marie-Christine d'avoir indiqué le fait que quand on est dans le brouillard, quand on est dans la réaction, quand on est dans cette mélasse du mental, on n'est pas clairvoyant. On n'est pas là, ici, maintenant. Et donc, être totalement dans une réponse appropriée et juste par rapport à la situation nécessite de voir la situation et de l'accueillir totalement telle qu'elle est. Et donc, le oui est essentiel. C'est d'abord oui. Et après, on agit. Parce que le oui apporte la clairvoyance. Le oui apporte cette capacité à voir ce qui est tel que c'est. Ça ne veut pas dire cautionner ce qui est. Hein. J'espère que vous le comprenez et que vous arrivez à saisir exactement. Mais pendant qu'on rumine le fait que ça ne devrait pas se passer comme cela parce que, etc., etc., toute cette énergie qui est consommée dans le refus de ce qui est n'est pas disponible pour la vie, pour ici et maintenant. Vous êtes là pour agir consciemment. La réaction est synonyme, est véritablement ce qui montre que qu'il y a la réaction émotionnelle, hein, est vraiment un symptôme du désordre intérieur, du refus intérieur. Et ça n'amène que réaction et non pas une action juste. Vous êtes là pour aimer. C'est votre seule mission. Vous n'en avez pas d'autre. Votre unique projet dans la vie, c'est la joie, la paix et le fait d'aimer et de connaître l'amour. Il n'y a que ça, il n'y en a pas d'autre. Et donc, en toutes circonstances, si vous n'êtes pas si vous sentez, si vous vérifiez le fait que à l'intérieur, il n'y a pas la paix, à l'intérieur, il n'y a pas la joie. Ça ne veut pas dire que l'on doit se réjouir de la guerre, hein, mais la joie d'être ici maintenant et de vivre l'instant présent. Si vous n'êtes pas en mesure de vérifier le fait que là, cette situation, vous l'aimez, c'est-à-dire que vous l'accueillez pleinement, totalement, et qu'il n'y a aucun refus, ça veut dire que le mental est à l'œuvre. Ça veut dire que cette énergie vous plonge dans l'enfer. Et l'enfer est une situation intérieure. Vous êtes là pour aimer et pour rencontrer l'amour. Et quand vous rencontrez l'amour, pour reprendre ce qu'a dit Marie-Christine, en fait, vous avez une clairvoyance des situations. Et vous ne voyez pas, il n'y a pas un parti pris plus pour l'un ou plus pour l'autre. Quand il y a conflit, cela veut dire que vous voyez deux personnes inconscientes qui se font face et qui sont en conflit. En fait, vous voyez deux victimes de l'inconscience. Et quand vous ne voyez plus des adversaires et que vous prenez parti pour l'un ou l'autre, mais que vous voyez deux victimes qui s'affrontent, deux victimes de l'inconscience, à ce moment-là, votre regard change. Et c'est la compassion qui est là. C'est l'amour qui est là.
Et c'est la paix intérieure qui est là, même au milieu des bombes. La folie du oui. Natalia, est-ce que tu es là? Oui, je suis là. Ok. Est-ce que tu veux bien nous partager ton témoignage, là où tu es, et en particulier, quand le conflit a commencé, quelle a été ta réaction? Comment ça s'est passé pour toi? Et là où tu en es aujourd'hui? D'accord. Donc, je m'excuse, je suis enrhumée et j'ai la voix cassée. Euh, Quand la guerre a commencé, c'était un tel choc que j'ai mis du temps à l'avaler, à l'intégrer. C'était quelque chose à tel point inimaginable. Euh, c'est juste énorme. Et donc, je voyais que moi, je ne pouvais pas intégrer et accepter le fait d'avoir la guerre dans mon pays juste d'un coup. Je ne pouvais pas dire oui à ce qui se passe parce que c'était juste énorme. Et ma première réaction, c'était, mais non, c'est pas possible. C'est juste un mauvais rêve, c'est un cauchemar, donc ça ne peut pas être comme ça. Et cette réaction, elle a été à tel point forte qu'intérieurement, j'ai tourné le dos au divin en moi. Je l'ai bien senti. Et je me suis dit, bon, mais moi qui méditais beaucoup à l'époque, mais en fait, à quoi ça sert? S'il y a des bombes qui explosent, s'il y a, euh, franchement, s'il y a des troupes russes qui arrivent dans mon pays, et moi, je suis là en paix, je médite, je fais ma quête de soi, et en fait, il y a quelque chose qui ne va pas. Comment je peux continuer à méditer et à faire ma quête si là, il y a la guerre? Et puis, à cette époque-là, comme mon pays, elle est très chrétien, il avait beaucoup de prières. Tous les jours, les gens priaient, voilà, pour que la guerre finisse. Et moi, je me disais, j'étais vraiment révoltée et je me disais, mais en fait, on n'a pas besoin de prières, on a besoin d'armes pour affronter l'ennemi. Donc, c'est c'est pas ça. Bon, mais je comprends qu'il a l'utilité aussi de la prière, mais à ce moment-là, il fallait d'autres choses, des choses plus radicales, plus, bon, meurtrières aussi. Et puis après, au fur et à mesure que j'apprenais plus de choses sur la guerre, à travers les images, à travers toutes sortes d'informations auxquelles je peux avoir l'accès, et aussi à travers les témoignages des personnes avec qui j'ai travaillé, parce que je suis psychologue, et puis à travers toutes sortes de bénévolats que je faisais, surtout au début de la guerre, parce qu'il y avait beaucoup de demandes. Donc, j'ai pu connaître davantage la guerre, parce qu'il faut dire aussi que ni moi, ni ma famille, nous n'avons pas été des victimes de guerre. Donc, il n'y a pas de mort de la famille. Oui, il y a des blessés. Il y a certains membres de ma famille qui se battent actuellement au front. Mais voilà, donc notre maison, elle est intacte. Donc, nous n'avons pas perdu des biens comme les autres personnes. Mais quand même, j'ai pu accueillir des témoignages de personnes qui ont tout perdu. Donc, si vous voulez, c'est à travers ces personnes-là que j'ai j'ai mieux compris ce que c'est la guerre. Et puis assez vite, euh, euh, donc il fallait que je fasse quelque chose. Donc c'est venu tout naturellement. Un jour, j'ai même vu que et quelque part très profondément en moi, j'ai été blessée. Au niveau même de mon identité, au niveau de cette appartenance intime que nous avons tous avec notre propre pays, avec notre culture. Mon pays, il était blessé et moi aussi, j'ai été blessée. C'est comme si, voilà, donc il y avait une telle connexion. Et vous savez que quand vous vivez dans votre pays et quand ce pays il est en paix,
votre relation avec votre pays, elle peut être tout à fait tranquille. Par contre, s'il est en danger, si la guerre arrive, en tout cas c'était mon cas, j'ai senti à quel point j'aimais l'Ukraine et comment celle que j'aime a été blessée. Donc il fallait que je fasse quelque chose pour prendre soin d'elle. Et donc d'où toutes sortes d'actions qui ont été mises en place de manière spontanée parce que voilà, c'était à ma portée. Et donc à travers les différents bénévolats et puis à travers le travail aussi avec les militaires, avec les blessés. Donc c'est là qui, en fait, à travers ce travail, je fais ma part de colibri, je porte ma petite goutte. Et même si je ne vois pas tout de suite le résultat, je sais que, voilà, ça apporte quelque chose. Ça change quelque chose et je sais que ça, peut-être, ça fait de sorte que la paix, elle revient peut-être plus vite ou je sais pas. Mais en tout cas, euh, je ne peux pas ne pas le faire, disons comme ça. Et ce travail, il me donne un sens, je le sens. Je me sens à ma place. Après, c'est un travail voilà, qui consomme, d'où ma voix cassée. Voilà, donc, mais bon, après, c'est aussi à moi de prendre des précautions. Voilà, donc, je ne dirais pas que je suis en paix, mais je peux dire que j'ai trouvé un certain équilibre intérieur. Par exemple, euh, je n'ai pas de haine des Russes. Je suis biculturelle, bilingue. Euh, si je suis honnête avec moi, mon russe, il est un peu mieux que mon ukrainien. Je pense le plus souvent en russe et pourtant, je parle en ukrainien. Euh, la culture russe m'a beaucoup donné. Donc, vraiment, elle fait partie intégrante de moi, telle que je suis. Euh, je vois que malgré la guerre, je n'ai pas renié cette partie de moi-même. Par contre, je vois que je garde à distance les Russes, les personnes. J'arrive à ressentir la compassion pour les mères qui perdent leurs enfants, pour les soldats qui souffrent aussi. Mais tout ce qui se passe du côté ukrainien est à tel point plus grand que ça prend beaucoup plus de place. Et donc, il n'y a pas beaucoup de place pour une éventuelle compassion pour les Russes, même si elle est quelque part là, donc elle existe. Et mon fils, il est en section russe dans un lycée international. C'était un projet à long terme. Et quand la guerre a commencé, je pensais à le retirer du lycée tout simplement parce que je ne voulais rien de russe dans la famille. Et puis après, avec mon mari, nous avons décidé quand même de le laisser au lycée parce que c'est son avenir, que c'est un bon établissement. Donc voilà, quand il faut faire quelque chose pour la section, je le fais. J'apporte mon aide, mais je n'arrive pas, et c'est plus fort que moi. Je ne peux pas participer à des moments conviviaux, je ne peux pas rire avec eux, je ne peux pas, voilà, je ne peux pas. Donc il y a des limites et je sens que c'est OK pour moi. Je les respecte. Pour le moment, c'est comme ça. Il faut attendre la fin de la guerre et puis comment je peux dire ça? Je le vois comme la matière psychique qui a été profondément déchirée entre les deux peuples. Et donc, il faudra beaucoup de temps pour que ça puisse être restauré. Et probablement, intérieurement aussi, en moi, ça va se faire aussi. Donc, je vois qu'il faut se donner du temps. Je n'ai pas envie de forcer. En fait, ça se fait tout naturellement, mais je constate voilà, que je n'ai pas de haine. Par contre, pour le moment, je garde à distance tout ce qui est russe. Voilà, ce sont mes limites je- et quelque part, je suis OK. Donc voilà ce que je peux dire. Merci, merci Natalia. Merci pour ton témoignage. Merci à vous deux pour vos témoignages qui viennent alimenter eh bien nos échanges. Alors Natalia et Marie-Christine sont là simplement parce que elles participent de longue date aux méditations matinales que je propose et aux causeries qui suivent. J'aurais été très heureux d'accueillir aussi
euh, une personne russe et une personne israélienne, hein. Il n'y a ici aucun parti pris, c'est simplement des témoignages de situations, de vécu en zone de guerre et comment on peut vivre la paix intérieure, parce qu'il s'agit de la paix intérieure, et comment chacun et chacune d'entre vous, vous pouvez contribuer à la paix ou au chaos. Et la paix, vous y contribuez dans le oui, alors que le chaos, le désordre, vous y contribuez dans le refus de ce qui est. C'est cela l'essentiel de ce que je vous propose de retenir et sur lequel nous pouvons poursuivre à échanger si vous le souhaitez, bien évidemment. Martin? Oui, bonjour à tous. Bonjour César. J'étais très touché par le deux témoignages, même si ça fait très longtemps que je connais Marie-Christine et qu'on a échangé pendant toute cette période et j'ai pu assister en direct à son évolution et à cette acceptation qui pour moi est, comment dire, euh, encore difficile aujourd'hui. Je sens tous les noms qu'il y a encore en moi et en particulier le sujet de la guerre est pour des raisons qui sont liées à mon histoire familiale. J'ai un grand-père qui est mort dans un bombardement. Il y a un transgénérationnel par rapport à ça. Je vois bien qu'il y a encore en moi un refus, mais je sens en tout cas, euh, et c'est quelque chose qu'Arnaud Desjardins, dont tu as suivi, il me semble, l'enseignement pendant un moment, m'a fait comprendre cette notion de l'acceptation qui n'est pas comment dire, le cautionner. Voilà, c'est ça. Ce que Hmm. tu disais tout à l'heure, c'est exactement ça. Et c'est ça qui me permet de faire ce chemin et petit à petit de pouvoir aussi être dans ce oui croissant, je dirais. Voilà, c'est comme ça, comme un processus, en acceptant que pour l'instant, il y a encore des poches de résistance, des poches de non. Euh, mais je suis vraiment tout à fait d'accord sur ce côté radical, sur cette acceptation totale qui est absolument pas de la faiblesse, qui est absolument pas de, comment dire, euh, de la compromission, qui est tout sauf ça, qui est vraiment euh, qui amène à un point de vue de compassion totale et surtout, comme ça a été un peu dit, d'une clarté de vision qui permet ensuite d'agir en connaissance de cause et non pas en réaction émotionnelle inconsciente. Voilà. Voilà, encore un grand merci à Marie-Christine pour son intervention et puis je ne me rappelle plus du prénom de l'autre personne. Mais en tout cas, vraiment merci Natalia. Ouais. Hmm. C'est d'autant plus valable que c'est dans un vécu. Nous ici, comme on l'a dit tout à l'heure, on est dans un petit village tranquille. La seule chose qui peut nous arriver, c'est qu'une cigale chante trop fort. Bon, voilà. Euh, donc c'est sûr que c'est plus, comment dire, c'est d'autant plus intéressant quand ça peut être vécu dans ces situations-là. Plus fort comme témoignage. Hmm. Voilà. Merci Martin. Par rapport, peut-être ajouter, je vois que Philippe t'a levé la main, je vais te la céder bien volontiers. Juste vous dire que vous avez un pouvoir extraordinaire. Il y a, je sais plus, je crois que c'est David il me semble que c'est toi qui as eu la formule, mais j'en suis pas certain, lors de la dernière retraite là qui s'est finie il y a quelques jours. Euh, David a dit que nous étions nous pouvions être, pardon, des Jedi de l'amour. Et je trouve la formule tout à fait intéressante. Vous avez ce pouvoir-là. Vous avez véritablement ce pouvoir-là, c'est de participer à l'apaisement du monde. C'est de faire en sorte de traverser l'existence comme un paradis et pas comme un enfer. C'est entre vos mains. Donc quand je vous dis que vous avez une responsabilité, ne prenez pas cela comme un blâme ou comme un jugement.
prenez cela comme un encouragement, vraiment comme quelque chose dont vous pouvez, sur laquelle vous pouvez agir. Vous pouvez véritablement participer au fait que l'amour soit le seul objectif dans cette vie, que vous y participiez vraiment, parce que c'est là, à l'instant. C'est pas pour tout à l'heure, c'est pas pour demain, c'est pour tout de suite. Vous avez ce pouvoir-là, ce pouvoir extraordinaire. Si vous en avez un, c'est celui-ci. Après, vous pouvez avoir des aptitudes, mais là, vous avez un véritable pouvoir. C'est ce que je veux vraiment vous laisser. Vous avez le pouvoir d'amener la paix dans le monde, et ça commence par vous. Philippe. Ouais, bonjour César, bonjour à tous. Bonjour Philippe. Juste une question. Est-ce que euh, s'il pourrait y avoir une sorte de faux oui, parce que ici, je ne suis pas vraiment confronté à la guerre ici, que ce serait plutôt une insensibilité. Parce que hier, enfin, c'est le corps qui a réagi, quelqu'un a failli me griller un stop. Là, je l'ai bien senti passer, quoi, le truc. Hmm, Et pour la guerre, si je suis pas, s'il n'y avait pas la télé, à part ceux qui sont super sensibles, ils vont pas savoir qu'il y a une guerre à droite à gauche. hmm, Et je sais pas si tu as une piste entre, enfin, je sais pas comment. Le vrai oui, c'est la paix totale, mais je sais pas trop comment. Le mental est tellement malin chez moi. Enfin, hmm, un peu de faire un scénario de ça va, tout va bien, c'est tranquille, je suis en paix, mais bon, c'est pas sûr. hmm. Ah, peut-être peux-tu simplement constater là maintenant dans l'instant que c'est tranquille et que c'est en paix. Hmm. Pour cela, regarde, simplement, tout de suite là. Est-ce que c'est en paix? Est-ce que c'est tranquille? Est-ce que le corps est détendu? Hein. Une façon de mesurer si on est en paix, hein, c'est simplement de voir s'il y a des tensions dans le corps, alors que rien ne justifie le fait que ce soit tendu. Le corps est un allié précieux. Et on ne peut valider effectivement que cette paix intérieure est définitive que lorsqu'on est confronté aux situations du quotidien quand elles se présentent, comme le feu rouge que tu cites là. Et si, au moment où tu arrives à un feu tricolore et que quelqu'un passe au rouge, et que tu sens que là, malgré toi, il y a une réponse naturelle qui se fait, qui est euh, de râler ou d'être tendu, ou même la colère qui se présente, le jugement. Euh, bien, ça a été plus fort que toi. Eh bien, à ce moment-là, le oui, c'est d'abord le oui à ce qui s'est présenté en toi. Avant même d'essayer de dire oui à celui ou à celle qui est passé au feu alors que la règle dit que ça ne devrait pas être le cas, mais là c'est le cas. Mais avant cela, avant le oui à l'autre, il y a d'abord et avant tout le oui à soi. Oui, là, il y a de l'agacement, de l'énervement. D'accord. Oui. Ah, mais j'aurais bien aimé que ça soit autrement. Peut-être, mais là c'est comme ça. Donc il y a de l'agacement. D'accord. Et derrière l'agacement, il y a une pensée. Toujours. Hein, une réaction émotionnelle, il y a toujours une pensée qui déclenche cela. Donc, pour ce qui te concerne, là, quelle est la pensée qui t'amène à cette réaction? Ben, disons, sur le coup, c'était, c'est une peur instinctive en fait, parce que c'était un stop en fait. Ah, La ok, c'est un personne- stop, enfin, d'accord? c'est-à-dire que je roulais et la personne, elle a voulu engager la moitié de la voie. Et donc, normalement, voilà, normalement, on attend, mais sur le corps, quoi, c'est même pas mental, quoi, c'est comme, je pensais, c'est le premier territoire, en fait. Hmm, Et ni pensée, ni émotionnel. Il y a un truc qui est rentré dans l'aura, ou je sais pas comment, le corps, il l'a capté.
j'ai même pas pensé, ça m'a fait, le corps, il a fait ah! Et je pense que c'est la première sécurité, en fait. C'est ce que je voulais, ça m'est traversé l'esprit, c'est le corps, notre première sécurité automatique. Et à partir du corps, c'est d'abord des théories, je vais mourir, le corps, il dit, je vais mourir. Enfin, je sais pas trop comment ça se passe, mais. Et après, pour protéger le corps, on fait les territoires, on fait les alliances, on fait. Hmm. Alors, tu abordes là un point très important qui est la différence entre ce qui est instinctif et ce qui est défini ici comme peur. Le corps, lui, il ne connaît pas la mort. Il ne peut pas l'anticiper, il ne sait pas ce que c'est et il ne le saura jamais. On élabore beaucoup de choses à propos de la mort, mais le corps ne sait jamais. Le corps, il vit l'instant, il ne connaît que l'instant, et tant qu'il y a de l'énergie, il la consomme et il vit. Point. Et donc, pour se maintenir en vie, il y a un instinct qui est là, archaïque, qui fait que face à un danger ou quelque chose identifié comme un danger, il y a une action qui est posée, on n'a même pas le temps d'avoir peur. C'est vraiment l'instinctif. Ok? Moi, j'ai vécu ça une fois, j'étais sur l'autoroute, j'allais vers Paris, devant moi, les voitures s'arrêtent de manière brutale. J'étais en train de penser à je sais pas trop quoi. Et en fait, j'ai constaté que j'ai freiné de manière violente aussi pour pouvoir m'arrêter. Et toute cette phase où il y a eu vraiment une action qui a été un instinct de vie, en fait, la peur n'était pas là. Zéro peur. C'était naturel. Je sauve ma peau. Et tout de suite après, une fois que l'action nécessaire pour sauver ma peau avait porté ses fruits et qu'il n'y avait plus de danger, à ce moment-là est venue la pensée, j'aurais pu me tuer, mais qu'est-ce que tu avais à penser à ci ou à ça? Tu devrais être concentré sur la route, etc., etc. Et donc là, la peur est venue. La peur vient parce que j'ai cru la pensée qui dit, à ce moment-là, j'aurais pu mourir. Mais c'est une pensée totalement fausse. C'est une pensée. Et parce que je crois à la pensée, à ce moment-là, la peur vient. Mais toute la phase où je sauve ma peau, il y a zéro pensée, comme tu l'as indiqué. Le corps, il fait son job. Il a besoin de personnes là-haut, là, qui élaborent des scénarios de ce qui aurait pu se passer. Et le corps, il n'a pas besoin de ça. Il fait ce qu'il a à faire. Son job. Et son job, c'est de rester en vie. Point. Et donc, tu as raison. Il y a eu cette phase-là. Et puis après, il y a la pensée. Donc si c'est la pensée, j'aurais pu me tuer, j'aurais dû être plus attentif, eh ben, si tu crois cette pensée à ce moment-là, c'est la peur qui se présente. Si c'est la pensée qui dit il devrait pas faire ça, mais qu'est-ce que c'est que ce con, ou peu importe, il devrait respecter les règles, et là il ne les respecte pas. Donc si tu crois qu'il devrait respecter les règles, à ce moment-là, c'est peut-être la colère qui va se présenter. En fonction de la pensée qui se lève, et si vous croyez cette pensée, derrière vous avez la facture immédiate de l'émotion réactive qui, en fonction de la pensée et du contenu de la pensée, va vous mettre en colère, préoccupé, va apporter la peur ou la souffrance, etc., etc. Donc, derrière toute réaction émotive, il y a toujours une pensée que l'on a crue. Et ce qui nous sauve, c'est de dire oui à ce qui est, dire oui à la pensée sans la croire. Et à ce moment-là, il n'y a aucune réaction, aucune émotion. Par contre, on est, comme tu le disais, on est tout à fait sensible. Il y a une véritable sensibilité pleine et entière à tout ce qui se présente. On est même totalement vulnérable. Complètement, totalement vulnérable. C'est ça aimer. C'est accueillir tout ce qui se présente, sans distinction, sans condition. Et à ce moment-là, on est un être humain plein et entier.
C'est difficile d'accueillir ce qui est et de dire oui à ce qui est. C'est bien plus difficile que de partir dans la pensée qui dit que ça pourrait être autrement. Ça, c'est facile. Et c'est pour ça qu'on y va d'ailleurs. Parce que faire face à la réalité est bien plus dur, accueillir ce qui est bien plus dur que de partir dans le monde imaginaire de ce que ça pourrait être, de ce que ça devrait être. Essayez de voir ça. C'est bien plus dur de dire oui à ce qui est que de refuser. Parce que ça vous demande d'être responsable, ça vous demande d'être pleinement adulte et de vous appuyer sur les faits. Refuser ce qui est en fait une trace d'infantilisme, une trace de l'enfant en nous qui veut autre chose que ce qui est. L'adulte en nous, l'adulte véritable, prend ce qui est, accueille ce qui est et agit à partir de ce qui est. C'est ça connaître l'amour et connaître la paix. C'est le oui à ce qui est. Mais on n'est pas habitué. On nous a même enseigné le contraire. Donc la paix, vous y pouvez quelque chose. Je vais insister, hein. Vous avez ce pouvoir-là. La paix, vous y pouvez quelque chose. Vraiment. Hein, Adine? La paix, vous y pouvez quelque chose. Vous avez ce pouvoir. Aimer, vous le pouvez. Vous avez ce pouvoir. Et c'est là maintenant. Vivre l'instant, vous avez ce pouvoir. Et c'est là maintenant. Être heureux, vous le pouvez. Vous avez ce pouvoir. Et c'est là maintenant. Tout de suite. Attendez pas la minute qui suit. Maintenant, tout de suite. Je vous l'assure. Vraiment, vous avez ce pouvoir. Qu'en dites-vous? Une dernière intervention, si vous voulez, ou avant que nous puissions conclure? Oui? Moi, je voudrais d'abord dire un grand merci à Marie-Christine. Et juste, je suis gourmande de vivre ici et maintenant, mais vraiment gourmande. Hmm. Et j'ai eu l'occasion avec Marie-Christine de parler en pleine guerre de cette pratique que je trouve vraiment pas facile du tout. Revenir, c'est un outil, c'est une pratique, revenir à l'ici et maintenant, autant dire oui à ce qui est. Il me semble qu'il y a une différence. Dire oui à ce qui est me semble plus simple parce que je chemine aussi depuis pas mal de temps et on arrive à en trouver le sens. Mais revenir à l'instant ici et maintenant, me semble beaucoup plus difficile que de dire oui à ce qui est. Et je voudrais juste, peut-être Marie-Christine, peut-être vous, César, euh, comment mettre en pratique cet ici et maintenant euh, dans nos journées, quoi. Ou peut-être, je ne sais pas, est-ce qu'on peut prendre, essayer pendant un quart d'heure, ou bien, je ne sais pas comment on s'y prend. Moi, j'ai essayé, ben, j'oublie au bout de quelques temps, hein. Voilà. Elle est géniale, cette femme. Elle n'a plus de dents devant. Elle est sans prothèse dentaire. J'adore. Ça, j'ose pas. Ok. Euh,
On entend quelqu'un, je ne sais pas qui a le micro ouvert. Oui, c'est nous. La pratique du ici et maintenant est véritablement ce qui te permet d'asseoir la paix ici et maintenant. Parce que là, tu t'appuies sur les faits. Y a-t-il quelque chose là maintenant qui m'empêche d'être, qui m'empêche de goûter le fait que je suis? Y a-t-il quelque chose là maintenant qui nous empêche de partager cet instant-là tout de suite? Y a-t-il quelque chose qui nous empêche d'être présent à cela maintenant, dans l'instant que nous partageons tout de suite là? Manque-t-il quelque chose? Ou l'instant présent est suffisant? Vous savez, si dans tout un ensemble de traditions, il y a un appel à la prière ou un rappel à la prière tout au long de la journée, c'est vrai chez les musulmans, c'est vrai chez les chrétiens, et c'est vrai dans d'autres traditions que je connais moins, eh bien c'est simplement pour que tout au long de la journée, il vous soit rappelé le fait de goûter l'instant, de prier, c'est-à-dire de goûter le silence, de goûter l'instant présent, de goûter ce je suis maintenant, cet instant-là tout de suite, au moment où la cloche sonne, où l'appel à la prière au niveau du minaret est fait. C'est une invitation qui vous est faite dans votre journée. Goûtez l'instant présent. Voilà ce à quoi vous êtes appelé à ces moments-là. Et moi, je vous encourage à développer dans vos journées des pointillés dans vos journées où, lors de ces pointillés, vous puissiez simplement vous poser en silence et goûter l'instant présent pour découvrir que rien ne peut vous empêcher de goûter cela. Peu importe où vous êtes, peu importe ce que vous faites, là maintenant, il vous est possible de goûter cet instant présent, cette paix qui est là. Eh bien, si vous installez dans vos journées ce rappel à vous-même, ce rappel à l'instant en pointillé, eh bien vous allez voir que la façon de traverser l'existence va en être bouleversée. Parce qu'au départ, c'est une forme de technique, un outil, une aide. Et puis ça devient un art de vivre. L'art de vivre qui est de se retrouver et de goûter l'instant. Et bien de cet art de vivre qui peu à peu s'installe et infuse, peut-être puisse-t-il en être ainsi pour vous. Vous connaîtrez un nouvel état d'être, radicalement différent. Vous connaîtrez la paix en vos cœurs. Et vous participez ainsi à la paix dans le monde. Et si cela vous intéresse, et je vais conclure là-dessus, si cela vous intéresse, il y a différents rendez-vous tout au long de l'année, au travers de méditation le matin et de causerie tous les matins, du lundi au vendredi. Des rendez-vous aussi au travers de retraites où on va explorer vraiment plus profondément cet outil, l'outil du oui, l'outil
de l'amour, l'outil du silence, qui va véritablement changer votre façon de traverser l'existence et puissiez-vous connaître ce nouvel état d'être, parce que vous l'êtes déjà. Donc si vous voulez des infos, n'hésitez pas à aller sur le site naturahominis.fr où tout vous est disponible. Voilà, nous allons nous arrêter là. Merci Marie-Christine, merci Natalia pour vos témoignages. Merci à vous d'avoir été là. Simplement parce qu'en participant à cela, à votre manière, vous participez déjà à la paix dans le monde. Donc merci. Merci d'avoir été là. Je vous souhaite une belle soirée. Prenez soin de vous. Prenez soin de ceux qui vous entourent. Portez-vous bien et soyez heureux.